Bien, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 5e rendez-vous de Belle Boîte. Merci d'être là et merci d'être peut-être derrière vos écrans. On s'est interrogé dans Belle Boîte sur l'innovation, sur le RH, sur le collectif. Et puis en discutant justement avec Laurent de Chrysalide, qui est partenaire de l'EAB, de se dire, bah tiens, effectivement, au cours de la vie d'une entreprise, on est toujours sollicité. Un jour, on est toujours sollicité par une association, un club, un sportif, une grande cause. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui viennent frapper à la porte des entreprises. Et puis de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on va donner ? Pourquoi on va s'engager ? Vers quoi on va aller ? Donc une thématique qu'on a décidé de creuser aujourd'hui, sous la forme un peu de se poser la question, finalement, c'est quoi l'engagement des entreprises dans la vie de la cité ? Parce qu'effectivement, sans entreprise, il n'y a pas de club de foot, il n'y a pas de club de basket, il n'y a pas d'association qui vivent. Enfin, voilà, elles ont ce rôle-là. Alors à quel moment ça intervient dans leur vie, je ne sais pas, on va essayer de faire le tour. Alors en 1 heure, on ne va pas avoir le temps de répondre et de faire le tour de ce que le bénévolat et le sponsoring, mais peut-être juste de poser quelques questions et de se dire, tiens, effectivement, dans la vie d'une belle boîte, si un jour on doit être une belle boîte, je ne sais pas si on se dit, tiens, je suis une belle boîte ou pas, mais il y a cette question de se dire, comment je peux participer à une dynamique collective sur le territoire. Juste quelques chiffres, parce que je me suis renseigné quand même avant de faire ce truc, j'ai travaillé. Et le sponsoring sportif, c'est 2,5 milliards d'euros en France en 2021. Le mécénat, c'est 9% des entreprises et un montant total des dons entre 3 et 3,6 milliards d'euros. Et à titre de comparaison, le budget du ministère des Sports, c'est autour de 1 milliard et le budget du ministère de la Culture, c'est 4 milliards. Donc on voit bien le rôle là, que les entreprises elles ont à jouer dans cette vie de tous les jours, la vie de la cité. Et donc, pour parler de cette thématique avec moi, j'ai la joie, le bonheur et la chance d'avoir autour de moi, alors on va le faire dans l'ordre ici, Anne-Françoise Floch, vous êtes directrice des relations extérieures du Festival d'Anjou. C'est la 72e édition qui se déroule du 7 juin au 3 juillet dans tout le département. C'est 25 000 spectateurs chaque année, une trentaine de représentations, et c'est un budget de plus de 2 millions d'euros, dont un tiers qui vient des partenaires. Donc on voit aussi le rôle. Voilà. Bienvenue, bonsoir. À côté de vous, nous avons Amandine Brossier, qui est membre de l'équipe de France d'athlétisme. Palmarès impressionnant, médaillée d'argent au championnat d'Europe espoir d'athlétisme sur le relais 4 x 100 mètres, championne de France élite du 200 mètres en salle en 2018, médaille de bronze du 400 mètres à l'Universiade 2009, c'est ça ? Et puis, en juin 2021, championne de France élite sur 400 mètres. Et puis, Jeux Olympiques d'été en 2020, jusqu'à la demi-finale du 400 mètres. Bienvenue, merci d'être là. Vous apporterez votre point de vue de sportive et comment voilà, quand on est un sportif, qu'est-ce que ça veut dire sponsorer ? Être sponsoré, on va inventer ce mot-là, être sponsoré. Voilà. À côté de vous, Thierry Boisseau, qui nous accueille. Président de l'EAB, gérant d'Atmos Propreté. L'EAB, c'est le club de basket. Ici, voilà, on est sur le parquet du club de basket. On n'a pas mis forcément tous des baskets, mais voilà, on va essayer de ne pas tâcher le parquet. L'EAB, champion 2022 de National 1 et futur pensionnaire de Pro B. Ça, voilà, donc une marche qui va se passer l'année prochaine. Vous allez dire aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes de partenariat. Budget 1,4 million, 12 salariés, 12 joueurs professionnels, plus du staff technique, médical. Donc c'est une grosse machine. Non, je vois faire la moue, c'est ça ? 1,4. Ah voilà. Le 4 millions, c'est le budget de l'année prochaine. J'en appelle aux partenaires. Voilà, on en parle après. Et puis, tout au bout, nous avons Noémie Lagueste. Vous êtes chargée de développement, partenariat, entreprise et mécénat à Audencia. Donc la fondation Audencia, depuis 2009, c'est 19 millions d'euros collectés. C'est 140 entreprises mécènes. C'est 2400 donateurs. C'est 785 bourses de soutien. Vous pourrez chacun, tout à l'heure, en dire plus. Voilà. Avec quelques mots, je vous ai présenté mes partenaires de ce soir. Et une première question assez simple, assez basique. Je me tourne vers vous, Anne-Françoise Floch. Est-ce que vous pouvez nous donner, basiquement, c'est quoi la différence entre mécénat et sponsoring ? Alors, bonsoir à tous. Le mécénat, c'est un don que fait une entreprise. Ça peut être un don en numéraire, ça peut être un don en nature, un don en compétences, sans contrepartie équivalente. Voilà. Le sponsoring ou parrainage, c'est la rémunération d'une prestation qui est demandée. Donc, une prestation marketing, voilà. Il y a une petite notion de fiscalité aussi, non ? Oui, bien sûr, dans le mécénat. Voilà. Dans le mécénat, bien sûr, il y a une défiscalisation. Ouais. Grâce à la loi, justement, IAGON 2003. Ok. Vous, au Festival d'Anjou, c'est combien de partenaires ? 80. 80 mécènes. 15 mécènes et le reste en partenaire.
Et vous me disiez, c'est un tiers de votre budget, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est 700 000 euros de mécénat et partenariat. Voilà, pour un budget de 2 millions. Peut-être pour qu'on se rende compte de ce que c'est le Festival d'Anjou, je vous propose de regarder le teaser de l'édition de cette année pour se plonger dans ce festival à venir. Voilà, une petite plongée dans ce festival à venir. Et peut-être, voilà, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ces partenaires dans ce très très grand festival? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Un moment de convivialité, de partage, je crois. Voilà. On a des entreprises qui vont organiser des soirées, enfin pour lesquelles on va organiser des soirées, hein, soit par l'intermédiaire évidemment du mécénat, soit par l'intermédiaire des soirées clés en main. Ils viennent vraiment partager ce moment soit en interne, hein, avec leurs salariés, soit en externe avec des clients. Donc c'est vraiment un moment de convivialité en découvrant du patrimoine et en partageant un spectacle ensemble. Voilà. Et comment vous allez les chercher, ces partenaires, vous? Alors évidemment, chaque année, il y a de la prospection, mais il y a beaucoup de fidélisation. Enfin, j'insiste toujours dessus parce qu'il faut toujours faire comprendre aux partenaires et aux mécènes qu'ils sont importants. Voilà, donc il faut vraiment les fidéliser, les suivre. Alors moi j'ai beaucoup de chance et la structure a beaucoup de chance parce que c'est vraiment mon job, donc c'est un job à plein temps, donc qui demande beaucoup d'investissement, voilà, de conviction, hein, pour les garder avec nous et leur garder justement cette envie de nous suivre et nous permettre de développer des choses en dehors du festival, voilà. Alors, du coup, c'est peut-être un petit peu, j'entends convivialité, partage. Est-ce que c'est des choses qu'on vient chercher aussi à l'EAB? C'est un de vos arguments pour aller chercher des partenaires? Oui, c'est un rendez-vous. C'est un vrai rendez-vous qu'il faut un peu institutionnaliser. Je crois que le partenaire qui souhaite s'investir aujourd'hui dans un club, il ne cherche pas simplement la visibilité de son entreprise. Ça peut en faire partie. Il va aller chercher un peu de notoriété sur sa marque. Mais je crois qu'avant tout, il veut partager aussi une grille de valeurs. Ça, c'est un élément qui est pour moi assez important dans ce que représente le club et l'association que l'entreprise peut y trouver. Du coup, sur ce partenaire, comment vous allez les chercher aussi? C'est pareil, c'est du... Alors, je veux dire, un gros mot du copinage ou c'est de la prospection? Parce que Festival d'Anjou, c'est une personne à temps plein. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est en charge de ça chez vous? Alors, ce que vous appelez le copinage, je vais appeler ça le réseau. La cooptation. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Mais ça fait partie du développement commercial. C'est une part pour moi intégrante du développement commercial et on sollicite d'ailleurs nos partenaires de temps en temps parce qu'on sait qu'ils peuvent être aussi des multiplicateurs à ce titre-là, d'aller chercher d'autres partenaires, d'autres entreprises qui peuvent aussi nous rejoindre. Et puis après, ben, c'est comme dans toute entreprise, hein, c'est de la prospection et puis présenter un catalogue de produits, une offre de services, être attractif dans ce qu'on peut présenter. Et puis après, il faut, comme c'était si bien dit tout à l'heure, je crois aussi à la fidélisation. C'est un élément important parce qu'il faut conserver nos partenaires sur la durée si on veut faire progresser le budget, parce que c'est un élément dans le sport professionnel qui est de toute façon déterminant sur nos objectifs. On retrouve en fait cette espèce de trait commun qui est de dire on se retrouve autour de valeurs. Il y a quelque chose au moment où les valeurs d'une entreprise et d'une école, d'un festival, d'un club. Est-ce que c'est la même chose quand on est... alors, on fait un sport individuel, mais qui est du coup dans une équipe, dans un club. Voilà, qu'est-ce qu'ils viennent chercher vos partenaires aujourd'hui, chez vous, pensez?
Je pense que c'est un petit peu les mêmes idées. Les entreprises qui me soutiennent, par exemple, ce qu'elles viennent chercher, c'est vraiment de faire partie de cette aventure olympique et de faire comme si elles prenaient le départ avec moi, c'est-à-dire qu'elles sentent un peu cette adrénaline commune et elles ont l'impression, et elles le font réellement, de participer vraiment à mon projet olympique. Donc je pense que c'est ce qui les intéresse, et une fois encore, ce qui a été dit, je le rejoins, c'est vraiment un partage de valeurs communes. On est vraiment sur la même longueur d'onde et on avance ensemble, j'avance avec elles, elles avancent aussi avec moi, donc c'est un partage d'émotions, je dirais, que je peux faire partager aussi au sein de l'entreprise. Vous parlez tous de partenaires, sans faire de distinction entre mécènes et sponsors. Est-ce qu'il y en a ou pas dans la vraie vie? Qu'est-ce que c'est dans la vraie vie quand vous allez voir une entreprise en leur proposant de venir soutenir votre association, votre sport? Est-ce que c'est tu peux être mécène et voilà ce que ça veut dire, ou tu peux être sponsor? Comment ça se concrètement, comment ça se fait? Parce que du coup, au final, on a des partenaires. Oui, non, ça c'est un élément déjà différenciant. Pour le budget n'est pas fléché de la même manière, sur les mêmes structures. Après, dans la réalité, moi j'ai aussi des personnes ici qui sont mécènes. Quand on les accueille pour un événement, on les accueille de la même manière, il n'y a pas de différenciation. C'est un schéma économique qui est différent, qui s'adapte aussi, comme on disait, à certaines structures, mais dans la finalité, on est là pour accueillir avant tout des partenaires qui nous accompagnent dans le projet et qui ont envie aussi de vivre les mêmes moments qu'un sponsor ou qu'un mécène. On revient sur ces valeurs communes qu'on vient chercher, quoi. Du coup, ça veut dire aussi la structuration, parce que vous, c'est une fondation, vous, c'est une association, donc ça va directement à l'association. La fondation finance... un établissement public. Un établissement public. Donc il y a des établissements qui peuvent recevoir le mécénat, d'autres non. Enfin, il y a une structuration à avoir, non? Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'être mécène ou être partenaire, tout dépend aussi de la possibilité financière de l'entreprise. Voilà. C'est vrai que le mécénat, par son intérêt de défiscalisation, est intéressante à partir d'un certain montant. Hein. Voilà, ça c'est clair. Ça demande aussi une trésorerie importante, voilà, que toutes les entreprises ne peuvent pas faire. Mais c'est vrai que paradoxalement, on peut croire que certains gros groupes vont faire beaucoup de mécénat, mais c'est pas si simple que ça, parce que parfois les antennes locales de gros groupes, pour eux, c'est compliqué, parce que la défiscalisation retourne dans le groupe, et les antennes locales, en fait, ne bénéficient pas de ce gain de défiscalisation pour injecter effectivement du nouveau mécénat. Alors que des entreprises qui vont être indépendantes, familiales ou du territoire, vont, elles, prendre directement la décision de faire du mécénat en se disant, voilà, moi ce que vous me proposez comme projet, j'ai envie de le suivre. Alors il y a effectivement le côté attractif des soirées conviviales, mais c'est aussi adhérer à des projets qui peuvent être des projets de médiation, des projets pour toucher un public empêché, par exemple, où là les entreprises sont de plus en plus sensibles à ça, au RSE, à l'éco-événement, voilà. Donc il faut aussi leur faire envie d'adhérer à ça et leur dire, voilà, si vous êtes mécène, ça nous permet de faire ça derrière. Voilà. Oui, après, du coup, ce que vous dites tous aussi, c'est qu'à un moment, il y a un projet particulier. Il y a l'aventure olympique, il y a une aventure d'un club. Vous, c'est des projets de recherche. Donc certaines entreprises viennent flécher directement, parce que ça passe par la fondation, mais après, ça va directement chez des chercheurs, chez des chaires. Tout à fait. C-H-A-I-R-E. Exactement. Donc, nous, la Fondation Audencia est dédiée au développement des projets de l'école Audencia, 100%. Et lorsque des entreprises nous rejoignent au sein de la Fondation, effectivement, préalablement, on a travaillé avec elles pour identifier quels projets elles souhaitaient soutenir. Et c'est vraiment un signal fort qui est envoyé à toutes les parties prenantes de l'entreprise lorsqu'on flèche un don à la Fondation Audencia sur un projet de recherche ou sur des bourses pour les étudiants entrepreneurs ou pour soutenir l'innovation pédagogique dans tel ou tel programme. Le message envoyé n'est pas le même. Donc c'est quand même important de pouvoir communiquer sur la finalité du don qui est apporté par le mécène. Et heureusement, et grâce à des généreux mécènes aussi, on a des mécènes qui font des dons à la Fondation qui ne sont pas fléchés et qui nous permettent, nous, de pallier à des situations d'urgence. Notamment, ces 2 dernières années, on a eu besoin d'adapter le soutien qu'on apporte à nos étudiants à travers des bourses d'urgence. Et grâce à des fonds qu'on avait collectés via la Fondation qui n'étaient pas pré-fléchés sur des projets, on a pu répondre
à ces urgences et soutenir nos étudiants en difficulté. Ouais, donc il y a la finalité du don, qu'on soit partenaire ou pas. Alors, Amandine, vous disiez tout à l'heure, c'est l'aventure. Moi, j'avais pas ça en tête, c'est vrai. Enfin, cette phrase, mais c'est vrai que du coup, on peut suivre une aventure olympique. On a quelques images parce que votre vrai travail, votre vrai travail, c'est d'être sur une piste où vous entraînez. Donc c'est ça, je pense qu'on peut regarder un petit peu pour se rendre compte de ce que c'est votre vrai travail. Lâche pas, allez, encore. Alors voilà, ça c'est votre vrai travail, mais pour que ça ce soit possible, il faut trouver des financements. J'imagine alors c'est un gros mot peut-être, mais c'est quoi le business économique d'un sportif de haut niveau? Le modèle économique, le modèle économique d'un sportif de haut niveau, c'est quoi? Enfin, il faut que vous alliez chercher des sponsors, c'est ça? Oui, c'est vrai que ça c'est mon vrai travail, sous le sens où c'est ce qu'on voit, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Mais c'est vrai que derrière tout ça, j'ai besoin forcément de financement pour pouvoir déjà financer. Là, comme on l'a vu, c'était un stage d'entraînement que j'ai organisé et ça se finance. C'est arrivé au fur et à mesure de ma progression, on va dire. Au début, j'avais pas forcément beaucoup de besoins, donc j'avais pas forcément besoin de m'entourer aussi d'entreprises à mes côtés. Mais au fur et à mesure, quand on pense Jeux Olympiques, on pense forcément en plus de moyens. Moi j'ai eu la chance de rencontrer des personnes ressources, notamment par exemple l'association Angevine, Nadal Angevine, qui m'a permis de pouvoir justement rentrer dans un réseau plus important et pouvoir compter sur des personnes qui peuvent m'aider dans la recherche de sponsors, parce qu'un athlète de haut niveau n'est pas formé forcément à ça, pas forcément à l'aise à ça. J'ai monté un dossier sportif, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et c'est pas évident au début. Et du coup, il y a des structures supports qui peuvent vous accompagner dans cette démarche-là d'aller chercher des sponsors, parce que c'est des sponsors qui vous accompagnent tout le long de votre carrière, ou c'est effectivement sur un stage à financer, sur des choses bien spécifiques. Par exemple, quand on va aux Jeux Olympiques, j'imagine qu'il y a des frais là-dedans. Comment ça se passe? Tout le long de la carrière, c'est difficile à dire, parce qu'on ne sait jamais combien de temps une carrière va durer, forcément. Après, là, les entreprises qui me soutiennent, c'est plus sur une année ou sur 2-3 ans jusqu'aux Jeux. Souvent, les Jeux Olympiques sont une date un peu butoir. Donc, j'ai des partenaires qui m'aident jusqu'aux Jeux. Il y en a certains qui m'aident sur une année. Et, c'est vrai que d'avoir plus de visibilité, ça permet de s'entraîner un peu plus sereinement déjà. Et puis, c'est du coup plus agréable au quotidien. Mais oui, j'ai de la chance de pouvoir compter sur des personnes ressources qui peuvent m'aider au quotidien et d'avoir rencontré, je pense, les bonnes personnes qui puissent rendre mon projet plus viable déjà, qui n'est pas la chance de tout le monde, puisque c'est vrai qu'en faisant un sport individuel, je suis arrivée dans un club qui était encore jeune, dans lequel il n'y avait pas eu d'athlètes de très haut niveau comme je suis, donc j'ai un peu fait mon bonhomme de chemin un petit peu toute seule, mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont su m'aider et avec qui j'ai su m'entourer pour pouvoir progresser sur ce domaine-là. Et on parlait tout à l'heure de la finalité, donc il y a vos performances, mais j'imagine qu'au cours de l'année, il y a des contreparties. Comment ça s'organise? Est-ce que vous avez contractuellement des représentations à avoir chez vos partenaires? Est-ce que vous faites des conférences? Je ne sais pas. On voit certains sportifs qui viennent expliquer un peu leur parcours et tout ça. Vous, qu'est-ce qui vous lie à ces entreprises?
Alors ça va dépendre des besoins et des envies des entreprises. En fait, il y en a, c'est simplement un peu une publicité et qui ne demande pas forcément de contrepartie derrière. Il y en a, parce que simplement ils souhaitent m'aider, que je communique là-dessus et après pas forcément de retour au quotidien. Il y a d'autres entreprises qui veulent vraiment créer un lien. Donc je me suis déjà déplacée dans des entreprises, déjeuner avec les employés par exemple pour parler de mon parcours, répondre à leurs questions et avoir un petit peu cette sensation de familiarité avec les personnes. Et que justement les employés peuvent sentir un peu qu'elles fassent partie, qu'elles contribuent à mon projet olympique. Donc ça, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui me fait plaisir aussi de pouvoir échanger avec eux et que ce ne soit pas simplement une donation financière et qu'il n'y ait rien derrière. Donc, et c'est ce qui est aussi intéressant quand je sais que l'entreprise me sponsorise jusqu'au jeu, par exemple, de Paris 2024. Je sais que pendant 2-3 ans, je vais pouvoir avoir ce lien avec l'entreprise. Donc c'est ce qui est intéressant, je trouve, pour les deux. Mais en tout cas, moi, je trouve ça agréable dans la construction de pouvoir avoir des contreparties, que je puisse leur rendre aussi. Il y a des entreprises qui sont venues sur une séance d'entraînement, par exemple, voir un peu comment je travaillais. Donc, c'est des choses qui peuvent se mettre en place assez facilement quand on anticipe un peu, parce que le calendrier est assez chargé pour les athlètes. Mais, Et du coup, c'est un petit peu pareil, vous. Alors, c'est plus structuré, puisque peut-être à l'EAB, il n'y a pas une personne, il y a un commercial, c'est ça, qui va avoir cette casquette-là, d'aller chercher des sponsors et des partenaires. Comment ça se passe au quotidien, vous? C'est pareil, alors il y a des événements, un peu comme ce soir. Est-ce que les sportifs vont dans les entreprises? Est-ce que vous emmenez? Comment se fait ce pont? C'est quoi les contreparties? Alors, il y a un commercial au club qui comme on disait tout à l'heure, a pour objectif de développer le partenariat. Après, on a un club partenaire. Donc le club partenaire, c'est une présence au match, à domicile. C'est un réceptif d'après-match, c'est des animations supplémentaires qu'il peut y avoir à l'occasion d'un match. Et puis on a créé aussi, il y a plusieurs années, il y a 3 ans maintenant, on a créé un club affaires, ce qui est un petit peu différent, puisque un club affaires, autant un club partenaire peut être représenté. Le chef d'entreprise peut très bien décider de distribuer ses places à ses collaborateurs, à un client, un fournisseur, s'il veut faire plaisir à quelqu'un. Le club affaires, on a exigé que le chef d'entreprise soit présent et qu'on se retrouve dans un environnement un petit peu différent. On avait 4 manifestations cette année, on en aura 6 l'année prochaine. C'est un environnement encore un peu plus privilégié où de chef d'entreprise à chef d'entreprise, on peut aussi échanger sur les problématiques rencontrées dans ces entreprises. Ça crée aussi du réseau, ça crée aussi du lien. On sait que c'est des éléments importants. Un partenaire vient aussi pour la notoriété de son entreprise, mais aussi développer son réseau, faut pas s'en cacher. En tout cas, la team business, comme on l'appelle chez nous, elle a cette vocation-là. Alors que le club partenaire est vraiment un moment de convivialité et d'échange d'après-match. D'accord. Et du coup, sur Audencia, pareil, parce que là, il y a ces moments de convivialité et on voit, c'est intéressant, ce club business qui vient un peu concurrencer, entre guillemets, j'imagine, enfin pas concurrencer, mais c'est des cercles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des réseaux d'entreprises, et qui, du coup, se relient par une cause commune ou des valeurs communes, parce qu'effectivement, on s'est bien entendu, j'imagine aussi, déjà, dans le premier club, puis on a passé l'étape supérieure, donc c'est intéressant de voir comment, à un moment, ce mécénat peut permettre de créer d'autres liens que le lien descendant entreprise et cause ou manifestation, mais c'est aussi le lien entre les partenaires qui vont être... Et à Audencia, du coup, il y a aussi cette notion-là entre partenaires de se dire à un moment, on est tous ensemble et on a cette valeur commune. J'imagine quand on est mécène d'Audencia, vous le prendriez assez mal que ce soit aussi mécène d'HEC ou l'ESSEC, pour en citer d'autres. Enfin, voilà. Ouais. Alors nous, à la Fondation, on a la particularité de s'adresser à 2 publics. À la fois les entreprises qui vont venir soutenir principalement les projets de recherche de l'école, mais à la fois nos diplômés et nos alumni. Du coup, là, on est sur un public particulier. Et du coup, c'est vrai qu'on a vraiment 2 démarches différentes au sein de la Fondation Audencia aujourd'hui. Une démarche auprès des entreprises et une démarche auprès des particuliers diplômés de l'école. Donc effectivement, il existe, nous on essaie effectivement d'organiser pour des grandes occasions des soirées donateurs, mais en fait je dirais le lien entre les mécènes d'un projet, il se fait au quotidien avec l'équipe qui travaille sur le projet, plus que par la Fondation. Donc c'est vraiment une fois qu'une entreprise rejoint un projet de recherche parce que voilà, elle veut bénéficier et contribuer à développer une expertise sur un projet en particulier. On a un projet de recherche à l'école qui fonctionne très bien, qui est la chaire entrepreneuriat familial et société que vous citiez en introduction. Et bien en fait, c'est les équipes qui travaillent au quotidien sur ce projet de recherche qui vont animer la relation avec les mécènes plutôt que les membres de la Fondation. À l'inverse,
pardon, je finis juste pour les particuliers qui sont du coup nos diplômés. Là, c'est vraiment l'équipe de la Fondation qui va animer cette communauté de donateurs particuliers. Oui, tout à l'heure, le mot proximité, il a été cité, mais en fait, il y a, j'imagine, chez vous, plutôt une proximité territoriale et après une proximité de valeurs, c'est-à-dire qu'on va se retrouver autour d'un sport ou autour du théâtre plutôt que là. Et puis vous, il y a plutôt une proximité parce que vos entreprises partenaires ne sont pas forcément autour de Nantes. Elles vont être partout en France. C'est une proximité au sujet. Effectivement, Audencia, historiquement, on est dans l'Ouest, mais aujourd'hui, on est une école avec un rayonnement national et international. Donc, de fait, on a des partenaires. On a la volonté d'être très ancré sur notre territoire, tout en voulant avoir ce rayonnement national. Donc, on a des partenaires aux deux niveaux. Et encore une fois, on est une école. Donc, effectivement, lorsque on a un mécène qui nous rejoint au sein de la Fondation, nos étudiants, ils sont aussi sensibles de savoir que telle ou telle entreprise soutient l'école, va soutenir des bourses pour nos étudiants dans tel et tel programme. On ne va pas se le cacher, c'est des éléments importants aussi pour nos étudiants en termes de rayonnement de l'école, de pouvoir dire, bah voilà, mon école travaille avec telle ou telle entreprise. C'est un gage aussi de qualité et de rayonnement pour l'école. Justement, vous faisiez allusion au fait que vous avez plusieurs types de partenaires. Vous aussi, j'imagine, on ne travaille pas de la même façon avec une grande entreprise. Alors, grande boîte ou petite boîte, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais, ou même un donateur particulier. Peut-être que, Amandine, dans votre parcours, il y a des mécènes particuliers qui viennent. À l'EAB, il y a peut-être des gens qui... Enfin, voilà. Est-ce qu'on va avoir une approche différente que j'imagine quand on va avoir un grand groupe qu'une PME à côté? Ça va être quoi est-ce qu'on a une approche différente? Peut-être qu'on n'en a pas, en fait. Est-ce qu'on a la même approche pour toutes les entreprises? Alors, moi, je dirais qu'il y a une approche différente quand même, parce qu'on a le côté de revenir aussi sur le site de l'école. Enfin, voilà, une fois par an, nous, on a un grand événement où on invite l'ensemble de nos diplômés à revenir sur le site de l'école. Bien évidemment, là, on invite à la fois nos diplômés donateurs, mais nos diplômés qui ne sont pas donateurs, et ils découvrent, pour certains, l'existence de la fondation de l'école qui a 12 ans maintenant, et voilà, s'intéressent aux projets qui sont menés par la fondation. Donc, il y a ce lien quand même particulier à l'établissement, l'esprit de promo qui revient, etc. Les entreprises, on va vraiment aller chercher peut-être autre chose, on va chercher la proximité sur les sujets, et puis le vrai besoin, nous, à l'école, d'exprimer une recherche qui est utile pour les entreprises. Donc, on est là pour construire avec elles des projets de recherche qui vont répondre à leurs besoins, que ce soit en termes de management, de marketing ou de communication. Donc, il y a l'élément central, c'est vraiment le sujet et l'intérêt pour le sujet commun. Et du coup, le sujet commun, quand on est à l'EAB, qu'on passe cette marche-là en Pro B, vous m'expliquez qu'effectivement, là, c'était quand même deuxième division. Petit à petit, j'imagine qu'il y a un projet sportif. Donc un sponsor qui est là peut-être depuis très longtemps, avec un projet qui grandit, et peut-être qu'il ne peut pas suivre cette progression. Comment on gère cette peut-être dilution des sponsors ou l'arrivée d'autres sponsors un peu plus gros pour justement que le projet sportif puisse aboutir? Comment vous faites ça, cette espèce d'équilibre entre un sponsor historique qui était peut-être au début un sponsor majoritaire, puis le projet grandit, et peut-être que sa part diminue? Vous voyez ce que je veux dire? On est de toute façon amené à multiplier le nombre de partenaires. Aujourd'hui, sur une surface économique de territoire comme celle du bassin angevin, on sait bien que notre croissance, on va la faire de manière organique auprès de certains de nos partenaires. La montée en Pro B en est un exemple. On va effectivement offrir un spectacle de meilleure qualité. On a déjà annoncé que le haut niveau était quelque chose qui nécessitait des moyens pour faire. Donc il y a cette croissance organique qu'on va faire auprès de nos partenaires existants. Alors des fois, des partenaires qui sont peut-être, je veux dire, au taquet, parce qu'ils ont donné, comme je disais tout à l'heure, à chaque entreprise à ses moyens, et ça, il faut l'accepter et l'entendre. Et puis après, je crois qu'il y a des partenaires qui vont nécessiter plus de travail, plus de fonds. C'est-à-dire que c'est des dossiers qu'on va travailler dans la longueur. Il y a des partenaires aujourd'hui, un commercial peut très bien... sur une semaine, prendre contact, faire une proposition et se retrouver quelques jours après avec un nouveau partenaire. C'est ce qu'on essaye de faire auprès du tissu économique local. Après, quand on va travailler sur des entreprises avec une marque à caractère un peu plus national, c'est un travail plus important. Il y a le siège social qui n'est pas toujours en local, il faut que ça remonte, il faut que l'information soit validée plus haut. Donc c'est des dossiers qui prennent un peu plus de temps. À l'EAB, on a un partenaire qui répond, qui a cette démarche un peu nationale, c'est BPI.
On a la chance depuis plusieurs années de pitcher tous les ans, comme ils disent, pour faire valoir nos valeurs, notre projet et quel est notre ADN économique. C'est une dimension supplémentaire. On le voit dans les relations qu'on a avec eux. Ils sont, je dirais, peut-être plus exigeants que nos partenaires de proximité parce qu'ils ont une couverture nationale, ils rayonnent sur d'autres sports, ils veulent marketer l'offre de partenariat qu'ils ont. Donc là, c'est plus presque à nous de répondre à un cahier des charges. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'avait aussi exprimé auprès de nos partenaires. C'était un élément important de pouvoir aussi intégrer cette marque comme BPI, qui est quand même une belle marque et qui a des vraies valeurs à travers le sport, l'associer à nos partenaires, leur donner aussi cette possibilité de connexion, parce que ce sont aussi des chefs d'entreprise, et que la BPI sait ce que c'est que de travailler avec des chefs d'entreprise. Donc c'est un terrain plutôt intéressant pour tout le monde. Après, oui, les grosses marques qu'on connaît au niveau local, voire même régional, hein, on sait qu'on peut aussi aller capter des marques un petit peu plus loin que simplement sur le bassin angevin. C'est des dossiers qui prennent plus de temps, certains. Et du coup, il y a la notion du partenaire qui vient dans un projet. Ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il y a un projet sportif, il y a un projet culturel, il y a un projet qui est déterminé, et donc une trajectoire qui va s'inscrire. Donc il y a cette notion de confiance dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'à un moment, il va faire confiance à une équipe en place. J'imagine, vous qui êtes là, de dire, OK, on voit où vous voulez aller, et on vient apporter notre confiance, et ça se manifeste par le sponsoring. Du coup, cette confiance, je me tourne vers vous au Théâtre d'Anjou. La culture, les 2 dernières années, c'était pas super. J'imagine que vous aussi, dans le sport, ça a été un peu compliqué. Le modèle économique, il a été un peu perturbé. Donc la confiance que vous aviez bâtie avec vos partenaires, qu'est-ce que ça a changé cette période-là? Est-ce que ça a renforcé des liens? Est-ce que ça en a distendu? Est-ce que ça en a créé de nouveaux? C'est le mot qui revient à chaque fois, le lien. Voilà, il faut garder le lien avec les entreprises. Faut voilà, montrer qu'ils sont importants. Alors c'est vrai que je rebondis sur le code. Pour moi, il n'y a pas de petits partenaires et de grands partenaires. Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui va faire une soirée avec 20 personnes, un autre avec 150, moi, je souhaite les voir tous 6 fois par an. Voilà, je crée des rendez-vous 6 fois par an. Alors, il y a différentes façons. Il y a une soirée où on les remercie tous, c'est le réseau. On remercie les partenaires, parce que ça aussi, il faut y penser. On aime bien qu'ils soient là pour nous soutenir, mais quand on peut avoir cette opportunité-là aussi de les remercier, c'est important. Voilà. Et après, il faut pouvoir garder ce lien pour répondre à leurs attentes. Il faut les écouter, en fait. C'est ça qui est important pour les faire adhérer à du mécénat ou à du partenariat. Il faut les écouter pour savoir ce qui peut les sensibiliser et ce qu'on peut leur proposer, quoi. Voilà. Et justement, là, dans cette période où il y a 2 ans, ça n'a pas eu lieu, le festival, comment cette relation avec vos partenaires, elle s'est maintenue, le niveau de mécénat est resté le même, voilà, comment vous avez fait? Alors l'événement a été en plus annulé le 16 mars. Hein. C'était le soir de la fameuse soirée club où on remerciait tous les partenaires. Voilà. Et donc le festival avait lieu 2 mois après. Donc tout le monde a été de toute façon dans les dynamiques. Tout le monde était sous le choc, hein, bien sûr. Donc ça a été annulé purement et simplement. On changeait de directeur artistique, donc il n'a pas pu non plus mettre en place sa programmation. Mais le contact est resté là. Et puis c'était leur dire, cette année c'est annulé, mais surtout ne nous oubliez pas. Et puis on revient l'année prochaine. Et puis quelles sont vos envies? Et c'est là qu'il faut déclencher. Une fois que la fichue distanciation sanitaire était passée, entretenir ces liens, ces relations-là, en disant mais voilà, on a été annulé une fois, mais on est toujours là, on a besoin de vous pour être pérenne. Bien au contraire, suivez-nous, quoi. Et la preuve en est, c'est que cette année, c'est encore une très très bonne année. Il y a eu une très bonne année en 2019, et cette année, il y a un vrai enjeu et une vraie envie de leur part d'être là et de soutenir pour pérenniser l'événement. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que voilà, le soutien des partenaires privés, ça permet aussi de pérenniser des projets, quoi, et l'événement lui-même, hein. C'est pour ça qu'on a voulu aborder cette thématique ici, c'est de se dire à un moment, cette question du mécénat, dès qu'on pose le mot mécénat, il fait un peu peur, et puis quand on va regarder, on va tomber sur des réseaux qui réfléchissent au mécénat avec des grands chiffres et tout, alors qu'en fait, il est tous les jours dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'un club de foot local, il n'existe pas, associatif, il n'existe pas, si le boulanger, il n'a pas mis son petit panneau pour... voilà. Et même un exemple d'une grande entreprise vendéenne, quand on l'a questionné sur c'est quoi votre politique RSE, il nous disait, moi, c'est d'aider le club de foot qui est à côté, parce que sans moi, il n'y aurait pas. Et donc derrière, tirer le fil, et c'est effectivement l'ancrage local, l'engagement local. Et on le voit bien, ce que vous dites, c'est que tout ça n'est pas possible sans les forces économiques que sont les entreprises. La finance publique ne suffit pas.
Alors, oui, je rebondis sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits mécènes. Enfin, nous, on en est bien l'exemple avec notre communauté d'alumni. Aujourd'hui, on a des alumni qui donnent 10 € par an, d'autres qui donnent 10 000. Voilà, c'est comme ça. Mais chaque don permet de financer des projets bien spécifiques pour les étudiants en place, que ce soit par exemple des bourses pour des étudiants entrepreneurs, que ce soit des bourses de vie pour aider les étudiants en difficulté. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est effectivement de faire un retour aux mécènes de ce qu'on fait avec ces dons. Et donc cette communication et ce lien, nous notamment avec nos donateurs particuliers, il est très très important parce qu'en plus, on peut organiser effectivement des soirées où les boursiers viennent témoigner de ce qu'ils ont pu faire grâce à la générosité des diplômés. Et tout ça, ça contribue effectivement à garder le lien avec les donateurs. Et c'est primordial en fait de montrer ce qu'on fait, d'être vraiment dans la transparence par rapport à ce qu'on fait avec les dons et les sommes collectées à la Fondation. Et alors justement, pour montrer ce qu'on fait, la transition est facile. Cette année, ouais, je sais, c'est un métier. L'EAB a fait quand même quelque chose d'assez fort, a passé un cap. Et je crois qu'on a un petit film qui montre un peu ce qu'on fait. Et concrètement, c'est quoi l'EAB avec cette montée en Pro B, si on peut avoir quelques images. Hand on the game, we are not playing the same. No, we not looking to change. Hand on the wheel, they think we lacking the drive. Boy, you should stay in your lane. Foot on the gas, I do not care if I crash, as long as I stick to the plan. What is the plan? I cannot lie for none of you, long as I know who I am. I'm in control, God got his hand on my soul. And if I land, then he got the remote. Made it as far as a miracle. Anything less is cynical. Staying true, I can't lie in your interview. Tell the truth while you lie with your interview. And your acting is so hypocritical. In control, nothing more than minimum. Can't stop now, I'ma grind till I'm ghost. I thank God how he hold me down the most. Can't stop now, gotta grind till I'm ghost. Gotta thank God how he held me down the most. Got the whole team on my back. I ain't worried about no stats. No time to compete with so. When I'm on track, I lose control. Hand on the game, I lose control. It ain't my fault that I'm in control. When I'm on track, I lose control. Donc voilà, concrètement, on parlait de montrer ce qu'on fait. Bon, bah là, je crois que les partenaires, ça a dû les rebooster aussi, de se dire, ouais, on voit la dynamique collective et on voit où on va et il y a cette réussite. Qu'est-ce qui motive à un moment un chef d'entreprise comme vous êtes de se dire, tiens, je vais aller aider, financer, je sais pas, même, est-ce qu'on se dit, je vais aider, je vais financer, je vais participer? Qu'est-ce qui motive à un moment le fait de dire, vous, tiens, je vais me tourner vers l'EAB? Comment ça fait cette histoire et qu'est-ce qui va motiver un chef d'entreprise à s'engager là-dedans? Déjà, je pense que bon, y a des personnes qui vont être attirées par la culture, il y a des personnes qui vont être attirées par le sport, on peut être attiré par je sais pas, plein de sujets. Donc, il faut qu'il y ait déjà, à mon sens, déjà cette sensibilité du partenaire. C'est pas, il y a des gens qui sont venus aussi par relation, mais je crois qu'il y a avant tout une sensibilité. Après, il y a des moments d'opportunité. Moi, je suis rentré dans un club qui s'appelait Angers Basket Club. Voilà, j'ai été démarché, je suis rentré dans ce club comme partenaire. Et puis, je dis ça en regardant Patrick Gauthier qui est devant moi, mais voilà, j'ai été capté, on m'a demandé d'en faire un peu plus, puis de rentrer au conseil d'administration, et puis on y met la main et on se retrouve avec les deux bras dans le moteur, quoi. Et donc, comment on vient Il faut donner l'envie. Il faut donner, ouais, alors il y a donner l'envie, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a des gens qui peut-être ne viendront jamais dans le sport. Et ça, je le comprends, je l'entends. Il y a des chefs d'entreprise sur d'autres réseaux. J'ai beau des fois leur dire, ça serait sympa que tu viennes voir un match. Je sens que c'est pas dans leur ADN, quoi. Donc je crois qu'avant tout, il y a la volonté du chef d'entreprise de dire, moi, je veux aller vers le sport, je veux aller vers la culture. Après, en ce qui me concerne, moi, en tant que chef d'entreprise, si je prends la casquette chef d'entreprise, je crois qu'il y a aussi beaucoup de transferts qui sont possibles entre, quand on est chef d'entreprise, quand on est manager, entre ce qu'on va pouvoir retrouver dans la vie du club et la vie de son entreprise. Il y a les règles collectives, il y a fêter les victoires, il y a le partage,
il y a tout ce qu'on peut mettre en place dans les actes de management. Et c'est aussi pour ça que souvent, on voit des sportifs ou des anciens entraîneurs ou des sportifs intervenir dans l'entreprise, souvent sur la thématique managériale, parce qu'il y a plein de transferts possibles. Donc ça, c'est des éléments qui sont des fois intéressants pour le chef d'entreprise. Puis après, il y a, comme on l'a dit aussi, de plus en plus, l'entreprise a aussi besoin de sortir de sa boîte, pour reprendre notre expression, d'emmener ses collaborateurs sur un terrain qui ne soit pas celui de l'entreprise, parce qu'il y a aussi des messages qui passent, parce que les salariés demandent ça aussi, de se retrouver en dehors, de partager des moments de convivialité. Donc ça, il faut aussi que nous, on arrive à créer ça, et c'est peut-être un des produits qui, en termes de commercialisation, marche le plus actuellement. On a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui nous disent « Nous, on viendra peut-être que 2 fois dans la saison, mais on va venir avec tous nos collaborateurs. On veut un espace où on va être entre nous, ça serait sympa si un joueur pouvait passer. » Ça, c'est quelque chose qui se développe parce que l'entreprise aujourd'hui fonctionne un peu plus comme ça qu'il y a sûrement quelques années. Et comment on passe de la volonté... Alors, est-ce qu'à chaque fois, c'est la volonté du chef d'entreprise qui impulse? Et comment on passe de la volonté du chef d'entreprise à un projet global où, justement... j'imagine que dans votre entreprise, tout le monde sait, tout le monde suit et que régulièrement on a des nouvelles de l'EAB. Comment on passe de la volonté du chef d'entreprise à un projet collectif? La volonté du chef d'entreprise, c'est quand même lui qui donne le tempo. C'est lui dans l'entreprise qui dit on peut le faire de manière un peu collaborative. On va avoir les sensibilités par rapport à ses proches collaborateurs. On va voir s'ils sont effectivement plus attirés vers un sport ou un autre. Après, je crois que la sensibilité, on a aussi souvent des personnes qui nous ressemblent dans nos entreprises. Donc, quand on recrute, c'est pas des questions qu'on pose évidemment qui sont prépondérantes, mais on a cette approche. Je crois que, en tout cas en ce qui me concerne, mes plus proches collaborateurs sont tous tournés vers le sport. J'ai des chefs d'agence aujourd'hui que j'invite à aller vers des clubs de réseau entreprise autour du sport, parce que je crois que c'est aussi pour eux intéressant. Et puis, au niveau local, on a des agences aujourd'hui à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Tours, et j'invite aussi tous mes collaborateurs à s'inscrire dans ces projets-là. C'est une occasion aussi pour ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le réseau dans le réseau, c'est-à-dire qu'à un moment ça va permettre d'être ancré dans une vie locale, dans une dynamique, mais peut-être sur la culture, comment on fait aussi pour que ce projet, un mécène qui vient donner, parfois dans le mécénat on parle de la danseuse du président. Au moment où j'ai rencontré des présidents effectivement qui aimaient le jazz et qui se sont dit on va aller dans le jazz, et puis tout le monde dit on s'emmerde avec son jazz. Comment on fait pour que alors je ne sais pas vous dans votre, quand on est de l'autre côté et que j'imagine on rencontre plutôt ce président qui lui est fan de théâtre et qui a envie, comment on fait pour que ça devienne un projet d'entreprise et peut-être même vous en plus d'emmener les gens vers le théâtre? Ah oui, parce que déjà il y a la barrière du théâtre, il y a la barrière de faire rentrer les gens dans un château, on se dit oh là là, quelle soirée on va passer, c'est pas possible. Non, maintenant nous on a la chance d'avoir une programmation qui est assez éclectique. Donc quand je rencontre les chefs d'entreprise, il faut que je sente qui il va inviter. Est-ce que c'est une envie en interne avec ses salariés? Quel est son objectif? Est-ce que c'est... déjà la première approche, il n'est jamais venu, il faut qu'il essaie d'aller sur quelque chose, d'aller sur un spectacle assez populaire, au sens noble du terme, mais il faut que ça soit pas trop long, et puis peut-être avec des têtes d'affiche, et puis dans un lieu qui va leur plaire avec le réceptif qui convient. Mais ça, c'est en faisant parler le chef d'entreprise qu'on arrive à connaître ces attentes-là, je pense, parce que c'est pas la peine de les emmener, si lui dit moi j'adore le théâtre, je vais aller voir un Racine. Si vous emmenez vos collaborateurs voir un Racine dès le premier, voilà, il vaut mieux aller voir un Pierre Arditi, voilà, sur une comédie de boulevard pour la première fois. Après, au fur et à mesure des années, on peut s'ouvrir sur d'autres catégories de spectacles. La priorité, c'est de faire plaisir aux autres aussi. C'est ça qui est important. Le chef d'entreprise, il viendra tout seul voir d'autres spectacles. Mais dans la démarche collective, en interne ou avec des clients, il ne faut pas se tromper. Parce que sinon, effectivement, les invités, d'abord, ils répondent négativement à l'invitation en disant « où est-ce qu'on va ?» C'est pas le but. S'il invite, c'est que c'est un certain coût et il faut que tout le monde soit content. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention aux envies des entreprises, des chefs d'entreprise, et pouvoir proposer et les amener là où ça peut leur faire plaisir. C'est un peu du partenariat à la carte, Audencia, c'est un peu pareil. C'est-à-dire comment ces projets de recherche deviennent des projets collectifs pour l'entreprise. Exactement. Il faut être à l'écoute en fait des problématiques de l'entreprise,
de la manière dont elles se projettent aussi. Nous, c'est vrai que sur nos projets de recherche, on embarque les entreprises pour 4 ans minimum. Donc voilà, on est déjà dans une relation à moyen terme. Et donc, on a une ambition commune et on partage cette ambition commune. Et alors, nous, effectivement, ce qu'on leur dit, c'est qu'on va créer ensemble de la connaissance. Donc, c'est très difficile de montrer et de pouvoir se rendre compte. Il n'y a pas de réceptif autour de la connaissance. Vous n'organisez pas un moment, il n'y a pas. C'est un petit peu compliqué, effectivement, de faire une vidéo sur, sur la connaissance. Mais voilà, on partage avec eux une ambition sur une thématique et on leur dit, ben voilà, on va travailler ensemble pour créer de la connaissance sur ce sujet. Et cette connaissance, vous l'aurez d'abord en priorité, parce que vous êtes mécène du projet, et puis vous pourrez la partager en interne avec vos collaborateurs, avec votre conseil d'administration, etc. Et donc tout le monde monte en compétence en fait. Et l'objectif d'un projet de recherche, c'est aussi de diffuser cette connaissance qui est produite. Bien sûr, elle est disponible en avant-première, on va dire, pour les mécènes du projet, mais l'objectif, c'est de la diffuser et de la rendre accessible à l'ensemble des entreprises du territoire et au-delà. Donc voilà, on part sur une ambition, un cap commun. Et encore une fois, nous, sur les projets de recherche, c'est principalement des entreprises privées qui nous soutiennent. Et du coup, les entreprises ont aussi, elles, leur propre stratégie de mécénat. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Il faut aussi être à l'écoute d'une entreprise qui a une stratégie de mécénat qui est clairement affichée. On ne va pas aller, entre guillemets, perdre notre temps à lui proposer un projet qui ne correspond pas aux ambitions de sa stratégie de mécénat. Donc voilà, on doit aussi être en veille là-dessus. Nous, on va avoir des entreprises qui vont prendre 100 places et qui vont faire plusieurs dates parce qu'ils vont inviter des clients ou des collaborateurs différents. Je vais avoir des entreprises qui intelligemment se regroupent pour faire une soirée plus importante et pourquoi pas une soirée privée. Voilà. Donc tout ça, c'est en écoutant les partenaires qu'on arrive à cibler et à imaginer des choses. Si on arrive en disant bah, nous on propose que ça, point. C'est à vous de vous adapter. Bah non, ça marche pas comme ça. Ça c'est important. D'où le lien. Et Amandine, vous, dans votre, du coup, ce métier parallèle qui est d'aller chercher des clients, quand vous entendez tout ça en disant il faut trouver la stratégie de mécénat, il faut s'adapter. J'entends beaucoup de communication parce que finalement tout ça sert à la communication interne, sert à la communication avec les partenariats. Comment vous arrivez, vous, athlète olympique, c'est-à-dire au fait, moi, dans votre stratégie de mécénat, j'ai peut-être un truc à jouer. Déjà, c'est vrai que j'emploie pas forcément ces termes-là. Et on me dit souvent, en discutant, que je gère un peu une micro-entreprise à moi toute seule, parce que c'est vrai que j'ai un peu plein de casquettes. Après, c'est pas forcément, c'est pas celle que je préfère, mais je veux dire, à la base, ce qui me fait plaisir, c'est de courir et de m'entraîner au quotidien. Après, quand j'ai commencé, je pensais pas à toutes ces petites choses que j'allais devoir mettre en place si je voulais continuer et à progresser encore. Je pense que la particularité aussi que j'ai, c'est que mon projet olympique, il a une durée assez courte et que j'ai pas beaucoup de temps au quotidien, ni beaucoup d'énergie à dédier à la recherche de partenaires, à chercher ma stratégie de communication, à toutes ces petites choses que je peux entretenir justement avec l'entreprise. Donc on essaye d'avoir des bases qui correspondent autant à l'entreprise qu'à moi. Enfin, ce que je peux leur donner concrètement, je vais pas leur vendre du rêve si après quotidiennement je peux pas leur fournir. Et voilà, c'est autour d'une convention, on essaye de se mettre d'accord sur les contreparties qu'on peut voir ensemble et sous quelle forme on peut essayer d'avoir ce lien-là et quelle aventure ils veulent aussi avoir en m'aidant. Donc, mais c'est vrai que c'est pas des choses au quotidien qui sont forcément faciles où je peux consacrer beaucoup de temps et d'énergie, quoi. J'imagine, enfin voilà, en tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir votre point de vue, effectivement. On voit que c'est un métier, on voit que c'est structuré, on voit qu'il y a une concurrence aussi entre les partenariats, parce qu'effectivement, il y a une stratégie, il y a des entreprises qui ne peuvent pas donner tout le temps, partout. Donc d'avoir, et d'arriver un peu à cette conclusion aussi, qui est le point de départ, qui est de dire en fait tout ça est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on soit une petite boîte ou une multinationale, à un moment, on peut participer à la vie de la cité en donnant, en participant, en venant. Et moi, ce que je retiendrai peut-être avant les questions, s'il y en a, c'est cette notion de lien dont vous avez beaucoup parlé, de partage de valeurs, de collectif et de projet commun, une espèce vraiment d'adéquation qu'il doit y avoir entre le projet sur lequel on va aller. Ça peut être un projet très court, c'est-à-dire qu'un réceptif, il faut qu'il soit à un moment donné dans une entreprise qu'il doit être, et c'est peut-être pas forcément un truc pour 10 ans. Un projet de club, c'est une trajectoire dans laquelle l'entreprise va s'inscrire, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas là pour 1, 2, mais pour un objectif qui est fixé. Pareil pour un projet de recherche, c'est le temps long. Enfin, là, un projet olympique, pareil. Donc, il y a cette espèce d'alignement des planètes entre les différents
peut-être à trouver. Donc, est-ce que vous vouliez réagir peut-être? J'allais dire que tout le monde a une bonne raison de soutenir une cause en fait. Et nous, notre métier, c'est de faire émerger cette bonne raison en étant voilà, à l'écoute des entreprises et de les aider à faire émerger cette bonne raison de nous soutenir. Et ben peut-être qu'il y a des bonnes raisons de poser des questions, du coup. Je ne sais pas si ici, parmi vous, il y a des questions, des envies, des réactions. La chaleur nous accable dans cette belle salle de l'EAB, on est tous transpirants. Non, pas forcément, je ne sais pas si... Ah si, Miruna. Alors, un micro. Je fais aussi hôtesse ce micro. Tu le fais parfaitement. Bah oui, je veux, écoute, tu sais. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Je voulais juste vous rebondir sur le mot émotion. Vous en avez parlé, mais très peu. Lorsque vous avez dit, je pense, autour de l'aventure olympique, vous avez dit, mais au fond, s'ils me soutiennent, c'est parce qu'au fond, ils veulent participer, mais sur le plan émotionnel, à cette aventure-là. Mais je me demandais, parce que c'est vrai que tous les échanges portent sur la raison. On parle beaucoup de stratégie. On a un plan, on a un projet. Hein, donc on a l'impression que ceux qui soutiennent sont guidés par des objectifs rationnels, voire purement rationnels, voire même instrumentaux, puisqu'à la fin on parle de mais quel est au fond le retour sur investissement. Et je me demande si c'est vrai. Et mon sentiment, en tant que titulaire d'une chaire, est très loin de cette image-là. J'ai l'impression que donner, ça apporte quelque chose bien au-delà de la raison purement instrumentale qui a motivé peut-être le don au tout début. Donner, ça apporte quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Et je suis sûre que vous avez quelques petites idées. La balance entre émotion et raison. Émotion, identité, voilà. D'autres choses que du retour sur investissement. C'est vrai que je vous rejoins tout à fait, en tout cas, parce que moi, je ne parle pas forcément de retour sur investissement. En tout cas, ce n'est pas forcément ce que je peux redonner aux entreprises qui me soutiennent. Et je pense que des fois, quand j'ai pu rencontrer des chefs d'entreprise autour d'une table pour parler de mon projet sportif et le présenter, voir si elles étaient intéressées pour me soutenir, c'est justement qu'elles... Je pense que quand j'ai eu des retours, c'est parce qu'elles sont tombées amoureuses de mon projet, qu'elles ont eu envie de participer à ce projet-là et que justement, elles ont senti une émotion, elles ont vécu une émotion particulière en voyant des photos, en voyant mon quotidien, en comprenant que j'avais un besoin particulier. Et puis dans le sport, c'est vrai que l'émotion, elle est quand même particulièrement présente. Il y a beaucoup d'adrénaline, il y a des émotions fortes qu'on vivra à aucun autre moment de notre vie. Donc je pense qu'au travail, on a aussi envie de vivre un petit peu à travers les projets qu'on soutient, ces émotions-là, de partager avec le sportif et les clubs partenaires. Je trouve ça intéressant effectivement de rajouter cette notion d'émotion qui vient aussi dans une entreprise, rajouter un truc qui est un petit peu le petit coin de l'entreprise dont on parle peu, c'est l'émotion dans l'entreprise, à un moment d'avoir ces moments de communion, ces moments de lâcher prise aussi, parce que quand on va être entre collaborateurs à crier derrière pour encourager une équipe, on va peut-être faire tomber les masques, faire tomber les barrières, puis peut-être des moments après, quand il y a des réceptifs. Donc merci Miruna, qui est effectivement on dit titulaire, c'est ça, de la chaire entrepreneuriat, familial et société, donc qui parraine, enfin qui pilote avec nous ce mouvement Belle Boîte. Une réaction sur l'émotion? Oui, parce que pour le festival, les émotions, moi j'arrive à les voir quand 10 ans après on me dise « Oh, François, ce spectacle !» Et voilà. Donc c'est vrai que vous avez tout à fait raison, l'émotion est quelque chose de très important, mais c'est comme le partage et un rendez-vous incontournable. Un des mécènes avait dit un jour en prenant le micro en disant voilà, un mois de juin sans le festival d'Anjou, c'est pas un mois de juin. Il avait tout dit. Et voilà, c'est parce qu'il y a des émotions qu'on retrouve à ce moment-là. Et c'est vrai que quand les partenaires me reparlent de spectacles les années passées, on se dit ça y est, ils ont vécu quelque chose d'unique et de fort. Mais c'est ce qu'on appelle l'émotion, vous avez raison. Je partage bien évidemment cette force de l'émotion. Je crois que les images que vous avez montrées tout à l'heure l'attestent. Après, je crois que ce qui est encore plus fort, c'est l'émotion quand elle est collective. Et ça, c'est puissant, ça fédère. Et dans un projet de partenariat, c'est pas incompatible. Au contraire, je crois que ça peut vraiment donner du sens et que ça amène une puissance supplémentaire. Le sport a pour mission de procurer cette sensation. La victoire est quelque chose qui la démultiplie. Il y a des défaites, malheureusement, mais la victoire démultiplie cette sensation. Donc oui, cette année, je peux dire qu'on a vécu tous ensemble de très très fortes sensations,
parce qu'on a enchaîné des victoires, parce qu'il y avait un objectif, qu'on l'a atteint. Donc pour moi, c'est un accélérateur en fait dans la vie du club partenaire. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est toujours, je ne vais pas dire que c'est pas facile à vendre, mais c'est compliqué de s'assurer qu'on va partager tous ensemble tout au long de la saison des émotions. Mais effectivement, ça valide le projet et c'est puissant. Très bien. Est-ce que sur cette émotion, quelqu'un a envie de rebondir ? Quand on est dans une salle de basket, on peut parler de rebondir. Voilà, c'est cadeau. Et peut-être que c'est sur cette bonne blague qui vous guidera toute la soirée que nous allons vous quitter. Merci à tous d'être venus, merci à vous d'avoir participé, vous êtes prêtés au jeu de cette petite table ronde qui sera disponible sur les réseaux, la plateforme Belle Boîte, la chaîne YouTube Belle Boîte, parce que nous sommes aussi youtubeurs à nos heures perdues. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup, bonne soirée.